Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Il y a une différence entre être gentil, être à l'écoute de sa femme, d'être là pour elle, et ça c'est d'être gentil, et de ne pas crier pour tout, et quelqu'un qui va complètement s'effacer face à sa conjointe. Et j'entends des femmes qui disent il n'a pas su prendre sa place. Voilà, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a certaines personnes, certains hommes, de par leur trauma peut-être d'enfance, peut-être peur du rejet, peur de l'abandon ou quoi, vont pas du tout s'affirmer, vont pas du tout savoir poser leurs limites, savoir dire non. Et ça, c'est pas une problématique d'être trop gentil, c'est une problématique de soi, à l'intérieur de soi en fait. Merci d'être avec nous et bienvenue. Nouvelle rencontre qui va susciter quelques réactions, peut-être du débat aussi en famille, entre amis. Si vous vous procurez cet ouvrage, le titre est simple, L'amour au temps du sweep. Qu'est-ce que le sweep ? Le scroll, le sweep, je ne sais pas si c'est vraiment la même chose, on verra ça, c'est écrit par Oriane Bouchon, elle est installée sur les canapés, c'est aux éditions Jouvence, et vous allez voir que quand on parle d'amour, de séduction au sens large, il y a évidemment toujours ces rivalités, ces injonctions. On va évoquer tout cela. Bonjour Ariana. Bonjour. Le sweep, c'est le scroll ? Le swipe. Oui, enfin, le swipe. Voilà. C'est le fait de scroller, ce qu'on fait sur les réseaux en permanence et ce qu'on fait sur les applications de rencontres aussi quand on veut matcher. Bon. Bravo pour ce livre. Apprenez à séduire sans vous travestir. Ouais. Et quand je disais que ça risque de susciter quelques réactions, c'est que y a deux camps. Les hommes, les femmes. Ouais. Et on a l'impression que depuis quelques années maintenant dans notre société, tout est fait pour que ce soit monté en épingle et qu'il y ait encore une rivalité encore plus prononcée, là où des femmes se sont battues, là où des hommes se sont battus. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout ça vole en éclats parce qu'il faut tout recommencer à zéro. Ouais, c'est un petit peu la guerre des sexes et j'en parle dans le livre. Ouais. Et c'est dommage parce que on s'est battu pour des droits et c'est vrai qu'il ne faut pas tout mélanger. Et c'est ce que je dis dans le livre, c'est qu'on a l'impression qu'on mélange un petit peu tous les combats. Et ça se retrouve dans la séduction, ça se retrouve dans le couple, ça se retrouve dans l'amour, ça se retrouve un petit peu partout. Et c'est dommage, parce que on est là pour être complémentaires, on n'est pas là pour être égaux sur certains droits, mais on est quand même différents, on a une psychologie différente, donc c'est normal d'avoir des différences, mais autant faire une complémentarité plutôt que d'en faire une guerre, quoi. Alors j'ai dit, et j'avais déjà eu l'occasion d'aborder un sujet sur la relation homme-femme, enfin la relation d'amour, et j'ai dit une phrase qui a suscité des réactions assez épidermiques sur les réseaux. La phrase c'était j'ai l'impression qu'il y a une chasse aux sorcières des hommes. C'est-à-dire que... voilà. Une chasse aux sorcières des hommes. Oui, c'est-à-dire qu'il est de bon ton, et parfois c'est normal, et parfois c'est justifié, on est d'accord. Mais il est de bon ton d'aller casser l'homme. Alors, je dirais que oui, ça peut exister pour les hommes, mais ça existe aussi pour les femmes, finalement. La chasse aux sorcières, c'est dans les deux sens. Et en effet, certains hommes et certaines femmes, en fait, mettent des limites vraiment très hautes sur ce qu'ils pensent de la femme, sur ce qu'ils pensent qu'elle doit faire. Et on chasse un petit peu les mauvais comportements, mais c'est vrai que ça a tendance à... Et puis les réseaux, ça n'aide pas. Ça a tendance à dépasser un peu les limites sur ce qu'on doit être, sur ce qu'on doit faire, sur comment on doit se comporter et comment on doit vivre dans notre génération. Donc la chasse aux sorcières, c'est fort, je trouve, mais... de ce que je vois, moi, sur les réseaux, vu que j'y suis quand même pas mal, c'est que cette chasse aux sorcières, elle se fait dans les deux sens. Autant quand on est femme, on a l'impression qu'on a une chasse aux sorcières contre nous, contre nos droits, contre ce qu'on doit être. Et quand on est un homme, je pense qu'on peut le prendre à l'inverse en disant j'ai l'impression qu'on nous attaque sur nos droits, sur ce qu'on doit faire. Et du coup, on ne s'entend pas. Mais sur les femmes, vous n'avez pas le sentiment que les choses ont quand même évolué ? Alors, c'est pas encore fait, hein, on est bien d'accord. Il y a des choses que je trouve d'une aberration totale. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quand même des choses qui évoluent ? Alors si, ça a évolué depuis des années. Clairement, ça a beaucoup évolué. On est capable quand même de prendre beaucoup plus de décisions qu'avant. On ne va pas refaire l'histoire, mais quand on a des grandes femmes qui ont quand même voté pour des droits, pour rien d'avoir une carte bancaire, d'ouvrir un compte bancaire, de pouvoir voter. Donc, rien que ça, c'est lunaire. Rien que ça, c'est énorme. En parler aujourd'hui, ça paraît tellement inévitable. Il n'y a même pas à évoquer ça. C'est une évidence, mais le problème, c'est que...
peut-être qu'aujourd'hui, la femme se sent... je ne sais pas comment l'expliquer, je suis une femme, alors c'est un peu difficile, mais c'est vrai qu'on a encore ce regard de certains hommes qui n'apprécient peut-être pas qu'on arrive à peut-être se rendre, je ne sais pas, égaux, les femmes se rendre égaux avec certains droits. Et c'est vrai que c'est dommage, mais moi, je le vis pas mal parce que je m'en occupe pas. Et le problème, je pense, de la société aujourd'hui, c'est qu'on s'intéresse trop aux avis des autres, on s'intéresse trop à ce qui se passe dans les médias, on s'intéresse trop à ce qui se dit sur les réseaux sociaux et on en fait des combats, en fait, finalement. Chacun peut parler, chacun peut s'exprimer, hein, la liberté d'expression, elle existe, mais je pense qu'on le prend trop à cœur au bout d'un moment. Vous êtes féministe ? Alors moi, je suis féministe, oui. Mais je ne suis pas, comment le dire, une ultra-féministe. C'est-à-dire que je suis féministe dans le sens où, oui, je me bats pour mes droits et encore quelques combats qu'on pourrait gagner. Et qui sont légitimes. Donc, je ne vais pas dire que je ne suis pas féministe, parce que si, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas écrit un livre, je ne serais peut-être pas auto-entrepreneur aujourd'hui si je n'avais pas eu des grandes dames derrière moi qui avaient voté pour nos droits et qui s'étaient battues pour nous. Donc, je suis féministe dans ce sens-là. Maintenant, le terme féministe fait peur, en fait, pour les hommes. C'est tout de suite la femme féministe, en gros, elle ne veut pas se faire payer un café, elle veut être ultra indépendante, elle n'a pas besoin d'hommes pour se débrouiller. En fait, je pense qu'on a été dans un extrême et ça fait peur quand on me dit qu'on est féministe. Et moi, combien de fois sur les réseaux sociaux, quand je parle juste d'un droit ou je sais pas, on me parle d'une problématique, je dis bah là quand même le comportement va pas. Ah bah ça y est, je suis tombée sur une féministe. Bah non, c'est pas être féministe, c'est juste la lucidité. Enfin, c'est juste du bon sens au bout d'un moment. C'est pas être féministe. Et je trouve que ce terme-là, on l'utilise beaucoup trop à mauvais escient. Oui, on l'utilise mal. On l'utilise mal. Ouais. Je sais pas si c'est le fait d'avoir travaillé déjà sur le sujet et puis dégrossi et enlevé des couches. Mais ouais, c'est quelque chose de pertinent. Ça assemble des pièces de puzzle en fait. Vous découvrirez évidemment dans le livre d'Oriana les mascus, les féministes, évidemment, on en a parlé, ces mascus qui sont ces hommes qui accusent les femmes de tous les maux. Ouais. Mais ça fait peur. Mais ça existe encore, ça ? Ah bah, alors oui, alors moi j'en ai vu sur TikTok, je suis tombée sur des lives et d'hommes qui en fait dénigraient vraiment toutes les femmes. Et donc, il y avait des témoignages d'hommes qui disaient, bah voilà, moi, ma femme, elle travaille le matin à 8h, elle finit à 18h30, elle a des grosses journées, des fois, elle arrive plus tard parce qu'elle doit rester au travail pour une réunion ou quoi. Et en fait, on disait, mais non, mais c'est pas normal, ta femme, elle n'est pas censée rester jusqu'à 19h au travail. À mon avis, elle est sous le bureau du patron. Non, mais ça allait tellement loin, je dis, c'est pas possible, c'est lunaire, j'entends des choses, c'est pour le buzz, ça doit être pour faire parler. Je pense pas, d'aller à cette débilité, en fait, on va dire. Bien sûr, et je comprenais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que si ça existait vraiment, certains se disent encore, voilà, je suis un homme, c'est moi qui dois organiser le foyer, c'est moi qui doit m'occuper de tout. Et ma femme, en fait, elle doit rester gentiment à la maison. Et voilà, elle peut pas évoluer comme moi, j'aimerais, comme elle aimerait évoluer, en fait. Et ça existe encore et ça fait peur parce que c'est là où on rentre dans ce combat, finalement, des sexes, entre les hommes et les femmes. Et on se dit, mais comment on peut encore avoir ce discours-là ? Est-ce que c'est des hommes qui ont été blessés, des hommes qui ont été... parce qu'on met tout sur les traumas, souvent. Est-ce que c'est des hommes qui ont été rabaissés par des femmes ? Ou est-ce qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau, manque de reconnaissance, et du coup veulent se dire, moi, je suis un homme, je suis un mâle, donc c'est à moi de montrer les choses, et ma femme, elle doit être bien gentille, et elle doit pas prendre ma place, quoi. En 2025, on est quand même... c'est lunaire d'entendre ça, quoi. C'est lunaire. Hein, on est d'accord ? Ouais. Et le problème, c'est que c'est sur les réseaux. Et je me dis, quand j'avais regardé ce live, et puis il y en a plein, j'ai pas épluché tout TikTok, mais
je me dis, il y a quand même des milliers de personnes qui regardent ça. Il y a des jeunes, il y a des personnes plutôt fragiles. Et du coup, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, certains hommes et certaines femmes ne savent plus comment se positionner, ne savent plus comment elles doivent être dans la vie parce que on entend tellement de choses, il y a tellement de sujets controversés. Moi, j'ai des hommes qui sont venus me voir en coaching qui me disaient « Oriana, je suis mal parce que j'ai l'impression que les hommes, enfin mes collègues et tout, me disent que je suis trop gentille, que je vais me faire avoir par ma femme parce qu'en fait, je la laisse faire certaines choses. » Donc, ils se sentent mal, ils ne se sentent plus à leur place. Et j'ai dit, mais c'est quoi votre place, en fait? Quelle est la place de l'homme? Quelle est la place de la femme? C'est là où c'est lunaire, parce qu'en fait, on n'a pas de place prédéfinie. On va évoluer au fur et à mesure des années. On évolue, chacun a une perception différente de la vie. Et c'était quand même, voilà, je suis vraiment, je trouve déçue, en fait, d'arriver à ça. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai un peu écrit le livre, parce qu'on entend tellement de choses sur les réseaux qu'on en oublie d'être un petit peu authentique nous-mêmes et de se rappeler qui on est. Est-ce que c'est pas une régression de notre société? Alors, j'irai pas jusque-là, jusqu'à la régression, mais ça fait peur pour nos jeunes générations, en fait. C'est un peu ça qui me fait peur. Ouais. Parce que je me dis, si on continue à montrer énormément de choses contradictoires sur les réseaux, en fait, les plus jeunes ne vont pas vraiment savoir comment se comporter plus tard. Alors, vous êtes coach professionnel, vous avez une spécialité, ce sont les relations, et vous allez voir que dans ce livre, aux éditions Jouvence, on apprend déjà plein de choses. Vous n'avez pas connu les fameuses années dont vous parlez quand vous faites un petit topo sur les années, évidemment, les années 50-60, les années 80, les années 90, les années 2000, etc., etc. Moi, j'ai connu les années 80. Alors, moi, je suis de 80 aussi. Hein. Je suis née en 80. Et alors, vous dites, vous racontez, effectivement, vous faites un petit parallèle. Et quand on voit l'évolution, vous parlez, par exemple, des années 20 avec les balles, les années 50-60, l'esprit rock'n'roll, les soirées un petit peu guinguettes, les fêtes de village, la révolution sexuelle, les années 80-90 avec le phénomène des discothèques, bien sûr. J'ai quand même le sentiment que tout ça a été supra bon enfant. Et que quand aujourd'hui on arrive dans les années 2000-2020 avec la révolution numérique, et évidemment le swipe, le scroll, tous les trucs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, quand on parle de séduction et d'amour, c'est ça que j'ai parfois le sentiment qu'on régresse même, tellement on ancre dans l'esprit peut-être des nouvelles générations qui passent leur temps sur les téléphones portables, des trucs qui sont d'une aberration totale. Dans les années 80-90, on n'avait pas tout ça. J'ai le sentiment que c'était beaucoup plus sain et beaucoup plus bon enfant. J'ai ce sentiment. Ah oui, je pense aussi que c'était un peu plus sain parce qu'on était plus connectés les uns aux autres. On n'était pas complètement digitalisés, on sortait plus, on était plus authentique, je pense. Je ne sais pas s'il n'y avait pas plus de liberté. À ce moment-là, quand j'en parle avec des personnes justement des années 80, ils me disent que c'était moins compliqué. Mais qu'est-ce qui était moins compliqué ? En fait, les gens ne se prenaient pas trop la tête à savoir comment ils devaient se comporter, comment ils étaient. Alors, il y a toujours eu des ruptures, il y a toujours eu des difficultés. Tout le monde s'est pris des râteaux. Hein. Ça ne veut pas dire que la séduction fonctionnait super bien. Ouais. Mais c'est que oui, c'était plus humain, mais peut-être parce qu'on était plus connectés les uns aux autres, parce qu'on sortait plus, parce qu'on était à plus discuter. Aujourd'hui, on fait tout à travers les réseaux, à travers notre téléphone. On ne sort plus. Je sais pas si encore les jeunes d'aujourd'hui sortent en boîte. Je pense que oui, mais peut-être pas autant que nous. Enfin, et c'est peut-être ça, en fait, qui a régressé. C'est ce manque de connexion aux autres. Mais alors, parce que quand vous dites que vous êtes coach aujourd'hui et spécialisé notamment dans les relations, qui sont les gens qui font appel à vos services? Ce sont des gens qui sont en mal d'amour? Ce sont des gens qui sont dans des schémas répétitifs dans leur vie sociale et donc amoureuse? Alors, j'ai un petit peu de tout. J'ai en effet des personnes qui vivent donc des ruptures difficiles, donc qui n'arrivent pas à remonter la pente, qui ne comprennent pas pourquoi il y a eu rupture. Donc, on est un petit peu dans cet échec, ce schéma d'échec, alors qui n'est pas un échec. Une rupture, ce n'est pas un échec en soi. Mais ça, c'est difficile de le faire comprendre. J'ai aussi des personnes qui, suite à des ruptures, ne savent plus du tout comment retrouver l'amour, me disent « je ne crois plus en l'amour, c'est trop compliqué, les sites de rencontre, c'est trop compliqué, puis je ne suis pas assez bien ». Donc, il y a pas mal de croyances limitantes. Donc, il y a tout ce schéma qui est difficile, de se reconnecter à l'amour. C'est quoi l'amour aujourd'hui ? C'est quoi de faire des rencontres ? En fait, j'ai des personnes qui veulent absolument être en couple. Pour eux, ne pas être en couple, c'est un échec. Sortir de la norme. Voilà. Et à contrario, j'ai des personnes qui, elles, veulent rester seules jusqu'à la fin des jours. Parce que c'est trop compliqué. Mais ce n'est pas une bonne raison non plus.
Rester seule parce que c'est trop compliqué, parce que ça fait peur, parce que je veux pas répéter les mêmes schémas, parce qu'il y a trop d'hommes compliqués, il y a trop de toxicité, il y a des pervers narcissiques à chaque coin de rue. En fait, c'est un petit peu ça en ce moment. C'est pervers narcissiques un peu partout. Du coup, les gens en fait ont peur de l'amour, ont peur de l'authenticité, ont peur de vivre des ruptures, ont peur d'avancer en fait. Alors qu'on sait tous que les ruptures, les divorces et tout, ça arrive. Alors c'est sûr que c'était pas comme ça il y a des années, hein, c'était très mal vu. Mais aujourd'hui, on vit avec notre temps et c'est pas parce qu'on divorce qu'on va pas réussir à de nouveau se relever ou autre. Et donc, c'est les personnes qui viennent me voir pour ça. Alors après, il y a tous les traumas, on va dire, la peur d'être abandonné, peur d'être seul, peur de l'échec. Tout ça, en fait, c'est ce qui vient. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, c'est pas un peu exacerbé, sachant que ça existait aussi dans les années 80 ? Ça existait, mais on en parlait moins. On en parlait moins. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Ouais, c'est ça. Là, je me tends le bâton pour me battre moi-même, mais c'est vrai que sur les réseaux, on parle beaucoup de la rupture, on parle beaucoup de comment se reconstruire, de dire que c'est pas une fatalité. Donc, on emmène aussi les personnes dans un schéma d'émotions un peu fortes en disant « Ah oui, moi, j'ai vécu ça. » Donc, peut-être que ça leur renvoie aussi à des choses qui les ont blessés ou autres. Donc, c'est vrai que les réseaux n'aident pas. En fait, ça nous rappelle ce qu'on n'a pas bien vécu. C'est ce qu'on montre aussi. Voilà, tu as vécu ça parce qu'il y a eu ça. Mais en le montrant peut-être de trop sur les réseaux, on en fait peut-être des personnes qui n'arrivent pas à lâcher en fait leur schéma et qui n'arrivent pas à rebondir. Ça n'aide pas. 47% des Français sont célibataires. Ouais, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, hein. C'est quasiment un Français sur deux. Alors, célibataire, mais il faudrait comprendre pourquoi. Est-ce que célibataire, parce que j'ai du mal avec les statistiques, j'en parle dans le livre. Parce que les statistiques, elles évoluent constamment et elles sont là pour être évoluées. De toute manière, un taux de chômage, on l'a créé, ce taux, mais le but, c'est de le faire évoluer. Et je ne veux pas que les gens se disent « Ah, 47%, c'est la fin. Ça veut dire que c'est bon, 1 sur 2, et on en fait une généralité. » Non, des statistiques, elles sont là pour évoluer et ce n'est pas parce qu'il y a une statistique qui dit ça que moi, je dois l'être demain. Et puis, il reste à savoir comment la statistique a été faite. Bien sûr. Mais est-ce que c'est 47% célibataires à un moment donné, à un moment T, parce qu'il y a eu une séparation, mais c'est pas pour ça qu'elle va rester célibataire dans la semaine, ou peut-être dans le mois, on ne sait pas. Donc, ça peut être dramatique, et en même temps, je me dis, est-ce que ce taux, il évolue pas parce que... alors moi, je crois qu'on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie, pas simultanément, bien sûr, mais... ou quoique, il y a les couples libres, mais... c'est pas parce que j'ai été célibataire à un moment que je le serai à vie, et c'est peut-être célibataire à ce moment-là, mais parce que j'avais besoin d'être célibataire, parce que ma relation d'avant ne fonctionnait pas. Et après, il y a cette problématique du 47%, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu trop de choix, ou trop de complications, ou parce qu'on est peut-être trop exigeant. Il y a aussi ce terme qui peut revenir, ce que je dis dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de célibataires, mais peut-être parce qu'on est un petit peu trop compliqué sur nos recherches aussi. Et puis, il y a aussi, encore une fois, on en revient toujours aux nouvelles technologies, la facilité. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent entendu parler de la génération Kleenex. Ouais. On prend, on jette. Pansement. Voilà, pansement, Kleenex, hop, 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 ça va pas, on ne cherche pas à comprendre. Voilà. Il y a quelques décennies en arrière, quand on se séparait, c'était parfois le drame absolu. Oui. Ça ne se faisait pas dans les familles, c'était très compliqué. Divorcer, c'est oh mon Dieu, dans les familles. Je suis divorcée, donc il y a quelques temps, c'était encore compliqué. Et pourtant, ça fait que 12 ans. Donc, c'était très tabou. Et c'est là où je suis un peu partagée. Alors, je suis partagée dans le sens où je suis d'accord avec vous, où on jette facilement. On ne se donne pas les moyens d'essayer de voir ce qui ne va pas. On ne met peut-être plus assez d'efforts, comme avant. Et d'un autre côté, je me dis qu'il y a certaines relations, et je parle de ma grand-mère aussi, par exemple, qui, elle, a vécu avec un homme pendant des années, et je ne les ai jamais vus heureux. Et jamais. C'était engueulade sur engueulade. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi ils ne divorcent pas, en fait ? Au bout d'un moment, c'est une catastrophe. Nous, on vit ça, quand on part en vacances, ça devient quelque chose d'horrible à vivre au quotidien. Et en fait, on dit non, le divorce ne se fait pas. Donc je me dis, oui, il y a cet effet de on jette facilement, on ne se donne plus les moyens d'essayer quand même de construire quelque chose, parce qu'un couple parfait, ça n'existe pas. Et d'un autre côté, je me dis que c'est bien aussi que certaines personnes se séparent et s'écoutent un peu plus, parce que rester des années avec une personne avec qui ça ne va pas, en fait, la vie va être longue, quoi. Et ça, c'est pour le couple. Quand il y a des enfants, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Ouais. De plus en plus. Hein. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça ? J'ai divorcé avec 2 enfants. Et alors,
Après, voilà, chacun vit sa rupture comme il l'entend et je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais je ne suis pas d'accord dans le sens où je me dis que 2 enfants qui voient des parents se déchirer au quotidien, même qui ne se parlent plus, hein, parce que c'est même pire, même si un couple reste ensemble pour des enfants, mais qui ne s'entendent pas, ne se parlent pas, c'est limite passe-moi le sel et ça s'arrête à ça. Et qui s'évitent dans la maison. Je me dis, qu'est-ce qu'on donne en fait comme image aux enfants ? C'est quoi ce qu'on veut leur apprendre de l'amour et du couple. Donc c'est là aussi où on va peut-être répéter certains schémas. Et les enfants vont peut-être grandir en disant, bah, moi un couple, c'est pas un couple qui s'aime, un couple c'est ils sont ensemble parce qu'ils sont ensemble et puis ça s'arrête à ça. Donc je suis pas trop d'accord dans le sens où rester pour les enfants, parce que finalement les enfants c'est peut-être pas le bon modèle qu'on va leur montrer. Et après je peux comprendre que certaines personnes veulent protéger des enfants, parce que ça quand même un divorce a quand même des répercussions sur les enfants, c'est pas toujours facile. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que je veux montrer à mes enfants ? Si je reste dans ce couple qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me donne les moyens que ça refonctionne dans ce couple-là et on se laisse du temps ? Ou est-ce que dans ce cas-là, je fais semblant pour leur montrer que tout va bien ? C'est se mentir ? Je pense que c'est un peu se mentir, oui. Après, c'est ma perception. Moi, quand j'ai divorcé, mes enfants étaient très jeunes. Ils avaient 4 ans et 6 ans et demi. Donc, ils étaient jeunes. Et c'est sûr que les premiers mois, c'était je veux voir papa le soir, ou je veux voir maman, c'était pas facile. Bon, après, on donnait un Kinder et ça passait très vite. C'était petit. Et finalement, aujourd'hui, ils sont plus grands. J'en ai un qui va avoir 18 ans, l'autre elle a 15 ans. Et ils sont très bien. Ils me parlent pas de moi, je me marierai jamais et tout. En plus, je me suis remariée depuis, donc ils ont vécu mon 2e mariage. Ils s'entendent très bien avec leur belle-mère, s'entendent très bien avec leur beau-père. On a réussi à trouver, nous, une façon de protéger les enfants, qui n'a pas été tout de suite. Hein. Alors, c'est souvent ce que les couples me disent qui sont en période de séparation. Oui, mais pour toi, ça a été facile. Ah non, moi, ça n'a pas été facile. La séparation était très douloureuse, ça a été compliqué, on ne se parlait pas pendant des années. Et c'est revenu au bout d'un moment où je pense que chacun de nous, de notre côté, on a retrouvé une stabilité. Et aujourd'hui, les enfants, les miens du moins, n'imaginent pas leur père et leur mère se remettre ensemble, par exemple. Pour eux, c'est pas concevable, parce qu'ils voient bien qu'on est heureux. Et je pense que les enfants préféreront toujours voir leurs parents séparés mais heureux qu'ensemble malheureux. Ça me paraît évident. Qu'est-ce qu'il serait pour vous, Oriana, une bonne séparation, un bon divorce ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, il y en a sûrement qui vivent des bonnes séparations d'un commun accord et en bons termes. Oui, on peut se séparer intelligemment. On peut se séparer intelligemment. Donc, je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises séparations, mais les séparations les plus destructrices, c'est quand il y en a un qui va plus souffrir que l'autre. Une séparation qui n'est pas demandée, qui n'est pas voulue automatiquement, et c'est souvent le cas, il y en a toujours un des deux qui n'est pas spécialement d'accord sur cette séparation. Donc, c'est là où elle va être très compliquée. Et la bonne séparation, ça va être quand les 2 personnes sont d'accord, mais j'en connais pas beaucoup, honnêtement. Dans votre coaching, votre accompagnement, est-ce que vous préconisez, quand quelqu'un vient vous voir, vous préconisez la séparation ? Ça arrive, oui. Quand il y a de la toxicité à un niveau extrême, oui. Au bout d'un moment, c'est part. C'est même pas je te conseille, c'est une question de survie pour toi. Ce que je veux dire, c'est que les gens ne font pas appel à vous nécessairement pour essayer de... j'aime pas le mot, j'allais dire d'arranger un peu, d'arranger les choses ou quand essayer les de voir gens quel est le m'appellent, terrain. j'essaye toujours de voir avant, j'essaye de comprendre parce que c'est pas en 10 minutes qu'on comprend l'histoire, donc il y a tout un travail de plusieurs heures au début où j'essaye de comprendre l'histoire, j'essaye de comprendre chaque personnalité, de voir s'il y a encore une possibilité que ce couple fonctionne. Mais quand une personne vient me voir en me disant non, mais moi je veux partir, je vais l'accompagner pour qu'elle parte bien. Et il y a certaines personnes qui viennent me voir en me disant qu'elles n'en peuvent plus, mais elles n'arrivent pas à partir. Et donc là, je vais les aider à partir parce que la relation devient complètement toxique et la personne se perd. Et alors, des personnes qui me demandent de rabibocher, alors ça arrivait, mais des fois, on pense que je suis magicienne, c'est pas possible. J'ai des hommes, plus les hommes, bizarrement, qui viennent me demander, voilà, j'ai ma copine qui veut partir, elle m'a dit qu'elle voulait me quitter, je suis absolument pas d'accord, il faut que tu m'aides à la récupérer. Alors ça va pas dépendre que de moi, en fait. C'est pas trop possible. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe, comment on peut arranger les choses. Donc, on va travailler dans ce sens-là. Mais du coup, vous n'avez pas que lui comme interlocuteur. Alors si, c'est ça qui est compliqué. Mais vous n'avez que son son de cloche. J'ai que le son de cloche. Donc, j'essaye de comprendre par ce qui se passe au quotidien, les disputes qu'il y a eu, de pourquoi, de comment est la personne aussi, un peu son profil, sa personnalité.
Et donc, j'essaye de conseiller comme je peux, avec les ressources de la personne, ses ressources internes, ses ressources externes, mais j'ai qu'un son de cloche. Donc c'est là où le travail est difficile, parce que vous c'est ne vous fiez et vous ne pouvez travailler je me fie à une parole. que sur un témoignage. Alors moi, je me base sur des faits, en fait. C'est ça, après, c'est que je demande des faits pour essayer de comprendre. Parce que c'est sûr, quelqu'un qui arrive et qui me dit « Non, mais alors moi, tu comprends, la personne, elle est insupportable avec moi. D'accord, alors explique-moi ce qui s'est passé. Ah, bah, je lui ai dit ça. Bah oui, mais dans les faits, tu lui as dit quelque chose comme ça. Est-ce que tu penses que la personne n'a pas eu une bonne réaction face à toi parce que tu as... Enfin, voilà, on essaye de... Mais c'est pas toujours facile. Alors, je vais remettre une petite pièce dans le jukebox d'une réaction que j'ai eue sur les réseaux sociaux. Je me suis fait lyncher, découper en rondelles. Et je vais remettre une pièce encore parce que je vais expliquer le pourquoi du comment. J'ai dit un jour dans une émission, alors évidemment tout le monde a sauté sur l'occasion pour me crucifier, comme dirait l'autre, j'ai dit que je ne croyais pas en l'amitié homme-femme. Ah, le débat. J'ai dit que je ne croyais pas. Alors, je vais rectifier ce que j'ai dit. J'ai dit je ne crois pas en l'amitié homme-femme dans un premier temps. D'accord. Après, effectivement, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont amis et il n'y a pas d'ambiguïté. Mais je pense, sincèrement et intérieurement, que dans les premiers temps, il y a une relation de séduction et obligatoirement, si les deux sont intelligents et une voient que ça ne peut pas fonctionner, lâche l'affaire. Et effectivement, peut se créer ensuite un cocon amical et il n'y a aucun problème. Mais dans les premiers temps, il y a obligatoirement quelque part un rapport de séduction. Un rapport de séduction qui fait qu'il y en a un des deux qui, évidemment, n'est pas raccord, cède et accepte effectivement de rester sur un plan purement amical. Quand j'ai dit ça... C'est le sujet qui fait débat. J'ai pris les foudres de guerre. Qu'est-ce que c'est que ce frustré? Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ce type? Mais qu'est-ce que c'est que ce macho des années 80? Mais qu'est-ce que c'est ceci? Mais qu'est-ce que c'est cela? Je pense que dans un premier temps, l'amitié homme-femme est un leurre. Je pense qu'on a tous sa perception. Alors l'amitié homme-femme, c'est un débat qui durera toujours, je pense, et on ne sera jamais tous d'accord sur la réponse. Et je ne suis même pas sûre qu'il y ait une bonne réponse, en fait. Quelle est la vôtre? La mienne, c'est que j'y crois. Attention à ce que vous allez dire. Ah, bah, bon, j'en ai déjà parlé. Alors, j'y crois. Je crois à l'amitié homme-femme. Par contre, je ne dis pas que cette amitié homme-femme ne peut pas évoluer à un moment. Mais il y a quand même eu amitié. C'est-à-dire que quand on me dit oui, mais regarde, je connais des amis qui se sont connus, ils étaient amis pendant 8 ans et puis ils se sont mis en couple. Ça, c'est l'inverse. Oui. Ils étaient amis, ils se sont mis en couple après. Exactement. Donc c'est l'inverse de ce que vous dites. C'est l'inverse de ce que je disais. Mais je me dis, OK, mais il y a quand même eu amitié avant d'avoir un couple. Donc, okay. C'est pour ça que je dis que ça existe. Maintenant, je suis plus ou moins d'accord. Oh là là, je vais me faire lyncher aussi. Ah oui, non mais... avec ce que je vous dis, ce que vous dites, c'est que... alors, je ne sais pas si on peut parler de... Mais il y a automatiquement une attirance. Même dans l'amitié, on va avoir une attirance, même pour une femme, de femme à femme ou homme ou homme, une attirance par quelqu'un qui, je ne sais pas, qui par ses paroles ou par un physique, voilà, il y a peut-être un côté charismatique, j'en sais rien, Absolument. qui va peut-être attirer au début. Ça ne veut pas dire qu'on est attiré, qu'on se dit tout de suite, je vais la mettre dans mon lit, je vais le mettre dans mon lit. Mais peut-être qu'il y a cette attirance et qu'après, de par les discussions ou quoi, on se rend compte qu'on a été attiré par une façon de penser, une façon de discuter avec la personne, de se sentir bien. Et ça peut évoluer sur de l'amitié. Sur de l'amitié, parce qu'il y en a un des deux qui cède quelque part et qui dit, bon, ok, effectivement, ça ne peut pas être une relation amoureuse, je lâche l'affaire et soyons amis et c'est très bien comme ça. Après, il y en a qui sont amis depuis l'enfance. Donc, est-ce qu'on peut dire à l'enfance, est-ce qu'il y a eu de l'attirance à ce moment-là? Ça, on n'en sait rien. C'est pour ça que c'est une question qui est compliquée. Et à l'inverse, il y a beaucoup de personnes qui se disent que c'est pas possible, surtout venant des hommes. A priori, les femmes seraient plus claires sur la notion d'amitié qu'un homme. Si par exemple, je disais à mon meilleur ami, bah tiens, ce soir on couche ensemble, il dirait oui, il lâcherait. Donc ça veut dire que c'est pas possible une amitié homme-femme. C'est un peu le discours que j'entends. Je dis pas que je suis d'accord avec ça. Comme quoi, il y aurait plus d'ambiguïté chez un homme qu'une femme par rapport à ses pulsions. À ses pulsions. Non, mais s'il y a une vraie relation amitié, on peut pas en arriver ensuite à se dire, bah voilà, tiens, on passe à autre chose. Moi, je pense que tout est possible. Mais c'est pas pour ça que cette amitié n'existe pas. Ça me choquerait pas, et d'ailleurs, je l'ai connu dans mon entourage, un couple qui était amis depuis des années, ils ont connu les conjoints, ils ont fait les mariages des uns des autres, il y a eu séparation, et aujourd'hui, ils sont ensemble avec des enfants.
Mais il y a eu amitié. Il y a eu amitié. Mais c'est vrai, vous avez raison, vous avez raison. Donc c'est pour ça, voilà. Alors allez-y, hein, défoulez-vous, allez-y. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse je pense, sur ce sujet. Envoyez du lourd, mais le fait est que, voilà, moi j'avais le sentiment qu'il y avait toujours au départ et pendant un certain temps, une frustration peut-être d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'au début, oui, on va un peu chercher. Il y a un rapport de séduction, de quelque chose. Bon. Après, il ne faut pas oublier que... je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Je sais plus. Alors, dans ce livre, L'amour au temps du swipe, il y a des choses très très intéressantes. Évidemment, il y a les caricatures. Alors là, allons-y sur les caricatures. Vous avez parlé tout à l'heure du mâle alpha, vous avez la femme ultra indépendante. Et moi, j'ai souvent entendu dire des gens de ma génération, mais ça, c'est la génération des femmes, des girls power. C'est-à-dire, elles veulent être indépendantes, elles veulent pisser. Je trouve ça très bien. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on en fait une caricature ? Justement, je pense que plus les hommes ont fait cette caricature, c'est en fait, ils parlent de cette femme ultra indépendante, mais qui refuse tout contact avec les hommes, ou toute aide de l'homme, en fait. Alors non, une femme indépendante, elle peut être très bien, entrepreneur, faire son métier, avoir ses enfants, gérer sa vie, être avec son mari, et c'est pas pour ça qu'elle... Enfin, moi, je suis entrepreneuse, mon mari me laisse ma vie, et il me laisse faire ce que je veux, mais... Par contre, j'ai quand même besoin de lui pour des petites choses, et puis parce qu'on est complémentaires, et je vois pas ma vie sans lui, en fait. Je vois pas ma vie sans un homme non plus, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, et c'est pas pour ça que je suis ultra indépendante. Mais c'est vrai que sur les réseaux, en fait, le fait que la femme soit indépendante, qu'elle gagne bien sa vie, voire peut-être même plus que son homme, ça peut arriver, tout de suite, on en fait une femme qui est très dure, qui est psychorigide. Et du coup, ça a amené à une caricature de la femme qui refuse tout des hommes. Et le problème, c'est que j'en ai vu certaines qui, je pense, de par des blessures, je ne sais pas, refusent même qu'on lui paye le café, qui refusent tout. Non, moi, je veux un homme, mais par contre, je suis entièrement indépendante, je veux rien, je veux pas d'aide, je veux montrer que je suis indépendante. Mais il n'y a pas besoin de le montrer, en fait. Au bout d'un moment, tu l'es dans ta vie et vous allez réussir à être complémentaires. Est-ce que c'est une vision un peu archaïque ? C'est sans doute, moi c'est la mienne, que de dire que, par exemple, lorsque vous invitez quelqu'un, quand vous allez dîner avec quelqu'un, qui paye l'addition ? Ah là là, le débat, qui paye le premier resto ? Je trouve qu'il n'y a rien de plus lamentable, goujat, que on se dise, soit on partage l'addition, je trouve ça pitoyable, soit qu'on se laisse inviter, que l'homme se laisse inviter. Est-ce que c'est une vision archaïque du couple ou de la séduction ? Alors j'ai une question, parce que justement par rapport à ça, j'ai posé des questions aux hommes. Ouais. Si par exemple vous passez un premier date avec une personne, avec une femme, et ça se passe mais vraiment pas bien du tout, elle est hautaine, enfin vous avez qu'une envie, c'est de partir, et vous avez encore le plat et le dessert à faire. Est-ce que vous allez quand même payer, ou est-ce que, de par ce rendez-vous exécrable, vous allez demander le 50-50 ? Parce que vous faites chier. Je vais évidemment payer. Évidemment payer. Voilà, c'est là où le débat se pose. Quelle blague ! Sous prétexte que ce rendez-vous n'a pas été bien, que la personne en face ne me correspond pas et que je me suis trompé sur ses traits de caractère, je vais remettre comment dirais-je, en cause ma vision de mes valeurs, jamais de la vie. Alors, c'est un peu ce qu'on m'a dit. J'en ai certains qui m'ont dit ça me fera vraiment chier, surtout si le resto est cher, mais je vais payer par principe parce que c'est dans mes principes. Ouais. Et il y en a d'autres qui me disent non, moi, hors de question, si je passe un mauvais moment, je ne vais pas en plus payer, donc ça sera 50-50 et ça sera ciao, au revoir. Donc après, encore une fois, c'est une question de caractère. Est-ce que vous pensez que justement qu'un homme qui ne paye pas pour un premier rendez-vous, voire un deuxième, voire un second, un troisième, est-ce que c'est un goujat ? Alors, je ne dirais pas que ce sont tous des goujats. Vous auriez accepté ? Alors, si la personne me dit 50-50, je pense que de par mon caractère, je vais le faire. Mais j'essaierai de comprendre pourquoi. Je me dirais, qu'est-ce qui se passe ? Alors, est-ce que c'est une question de moyens ? Est-ce que c'est une question... Alors, ça ne me dérangerait pas. Tout va dépendre, en fait, de comment va se passer le rendez-vous. Après, je suis de la génération un peu où c'est vrai que le romantisme, un peu quand même. La galanterie, un peu quand même. Ça fait plaisir. Maintenant, il ne faut pas en abuser un peu trop. Et après, il faut comprendre pourquoi. Si demain on va dans, je sais pas, dans un 3 étoiles, c'est sûr que ça fait beaucoup 3 étoiles, mais si on me dit voilà c'est un peu cher ou que je me rends compte que j'ai beaucoup mangé par rapport à l'autre, je sais pas, ça me choquerait pas. Quelle honte. Mais quelle honte. Mais voilà, tout dépend du contexte. Mais non mais déjà.
si vous acceptez d'aller dans un restaurant, un 3 étoiles ou un 4 étoiles, je veux dire, le type, il sait déjà que l'addition va être salée. On est dans un gastro, donc à un moment donné, si tu vas dans ce restaurant-là, c'est que tu sais que la fin va être un petit peu... bon, mais non. Non, en fait, je pense que le plus simple, c'est de se dire surtout, avant d'aller faire un restaurant, c'est déjà de se préparer mentalement, de dire voilà, c'est moi qui offre le restaurant et donc c'est à moi peut-être de faire attention où j'emmène cette femme. Parce que c'est en effet, si j'emmène dans un restaurant où je ne suis pas capable de payer et que j'ai des tickets restaurants sur moi, ça va être compliqué. Mais c'est aussi, je pense, cette préparation en amont à faire. Et après, il y a des femmes qui refusent. Et alors ça, je l'ai eu, et pas une jeune génération, hein, pour le coup, plutôt dans la cinquantaine, qui en fait me disait non, moi, le premier rendez-vous, je ne connais pas encore assez la personne, même si je passe un très bon moment, je paierai ma part. Moi, je le prends mal. Je peux le prendre mal. Qu'est-ce que ça renvoie, en fait? Oui. Ça renvoie, en gros, elle veut absolument payer sa part parce que quoi? Parce qu'elle veut me montrer qu'elle a de l'argent, parce qu'elle veut me montrer qu'elle est indépendante, parce qu'elle veut me montrer, ou alors parce que ça n'a pas du tout été, et du coup, je vais me faire jeter, et que j'aurai jamais de réponse plus tard. C'est surtout ça, je crois. Donc, mais il y a certaines femmes, en effet, qui ne veulent rien devoir de l'homme. C'est là où on arrive sur la femme ultra indépendante, ce que je disais, ce que je caricature un petit peu, c'est pas grave, en fait, si quelqu'un veut te payer un café ou un restaurant. On parle d'un restaurant et t'as pas offert une rivière de diamants. Ça s'appelle de la galanterie. Et il y a des hommes, en effet, comme vous, du coup, qui sont vexés de ça. Et des femmes ne comprennent pas. C'est dire, oui, mais non, justement, c'est pour lui montrer que je suis pas là que pour l'argent et tout. Mais oui, mais dans ces cas-là, on a un problème d'attente des deux côtés. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas. Je suis d'accord. Alors donc, il y a les caricatures, on a dit, hein, la femme princesse des temps modernes, l'homme capable, l'anti-bad boy, le mâle alpha. Les bad boys, comme on dit, ça existe encore, ça? C'est-à-dire que les femmes sont encore... On a toujours dit, moi j'ai toujours entendu depuis que je suis ado, et que voilà, les premiers flirts, etc., etc. Et on a souvent d'ailleurs vu à l'école, au bahut... C'était toujours le mec un peu très très bizarre, comme dirait l'autre, qui arrivait à être avec les plus belles filles du collège. Voilà, donc on se disait, tiens, allez, le bad boy. Aujourd'hui encore, vous croyez que c'est ça? Alors aujourd'hui, on n'utilise plus trop le bad boy. Je l'entends un peu mieux, mais on utilise plutôt les connards. Les femmes sont attirées par les connards. C'est plus ça, les personnes qui vont faire souffrir, les personnes qui regardent de haut, les hommes qui n'ont rien à faire de toi, qui sont dans leur canapé, à regarder la télé, et toi tu fais à manger. Et en effet, oui, il y a des hommes qui pensent que ça existe encore et que c'est ce que les femmes recherchent. Les femmes recherchent. Et est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense que certaines, oui. Il y a des femmes qui aiment ça. Je pense que certaines femmes aiment ça, ce côté... rebelle, ce côté... Après, c'est là où il faut faire attention, ce côté rebelle, ce côté très masculin. Mais est-ce qu'elles aiment ce côté rebelle ou cette soumission qu'il peut y avoir au travers de ce côté rebelle? Alors, je me suis beaucoup posé la question. Il y en a qui cherchent le côté rebelle, mais le côté rebelle qui va les entretenir. Entretenir matériellement? Ouais, okay. Il y a ça. Il y a ce côté aussi, j'aime le côté rebelle parce qu'on va vers l'opposé. On aime bien les opposés dans la vie, hein. Le yin, le yang, donc on va vers son opposé et peut-être que c'est une question de protection. Avec quelqu'un de rebelle, de quelqu'un voilà, qui a du caractère, qui est fort, peut-être que je vais me sentir en sécurité. Donc je serai protégée. Et c'est là où c'est compliqué et j'en parle, c'est que du coup les hommes trop gentils, comme on les entend, moi je suis trop gentille, c'est quoi cette question de gentil? Mais en fait, pensent que... peut-être que les femmes se disent avec des hommes qui ne sont peut-être pas très caractériels ou qui se bagarrent pas dans la rue, j'en sais rien, seront peut-être pas aptes à me protéger. Il y a peut-être cette question de protection. Donc il y a la question de bad boy, massin, je me montre et tout. Moi je veux être à côté d'une vitrine. Il y a ça aussi. Et ça se fait encore. Et d'autant plus sur les réseaux maintenant. Parce qu'on aime bien se montrer. Donc on recherche ça. Mais j'ai beaucoup entendu aussi ces hommes se plaindre en disant je ne comprends pas la psychologie féminine parce que je fais tout pour, je suis gentil, je suis aux petits soins, je fais attention à tout. Et malgré ça, ça ne marche pas. Et à l'inverse, vous entendez des femmes qui disent ouais mais moi je veux un mec. Ouais. Je veux un mec. Mais c'est ça en fait, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui dans notre génération. Alors je pense que là je vais me mettre moi, et c'est encore un avis très personnel, mais on est dans une société aujourd'hui qui fait peur. Enfin, clairement, moi, j'ai peur quand je suis toute seule dehors, j'ai peur de prendre le métro. Là, pour venir, c'est un peu compliqué. Je garde mon sac comme ça, pickpocket, machin.
On est dans une société où le danger il est un peu partout et en plus avec tout ce qui se passe sur les médias, les enlèvements, les machins et tout, on a un peu peur de tout. On se sent plus trop en sécurité. Donc peut-être qu'en effet on recherche quelqu'un qui soit capable et on sait que au niveau de notre physiologie on n'est pas les mêmes, les hommes et les femmes. Peut-être qu'on cherche en effet ce côté un peu rassurant de quelqu'un qui a un peu de caractère et qui est capable de nous défendre. Protecteur. Maintenant, le côté trop gentil, et c'est là où je dis à des hommes, vous vous plantez complètement. Ouais, mais moi, je suis trop gentil. Qu'est-ce que tu entends par trop gentil ? C'est quoi cette... Parce que je l'entendais partout, je suis trop gentil, je vais m'arrêter. Depuis quand la gentillesse, c'est un défaut, en fait ? Je ne comprends pas. Vous préfériez quoi ? Quelqu'un qui vous batte ? Tu préfères donner des coups à ta femme ? Enfin, je ne comprends pas cette question de trop gentil. Et en fait, il y a une différence entre être gentil, être à l'écoute de sa femme, d'être là pour elle, et ça, c'est d'être gentil, et de ne pas crier pour tout, et quelqu'un qui va complètement s'effacer face à sa conjointe. Et j'entends des femmes qui disent « il n'a pas su prendre sa place ». Voilà, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a certaines personnes, certains hommes, de par leur trauma peut-être d'enfance, peut-être peur du rejet, peur de l'abandon ou quoi, vont pas du tout s'affirmer, vont pas du tout savoir poser leurs limites, savoir dire non. Et ça, c'est pas une problématique d'être trop gentil, c'est une problématique de soi, d'intérieur de soi en fait, qu'on n'a pas réglé avec soi-même et du coup, on n'ose pas. Parce que si je dis non, si je dis quelque chose, elle va me quitter. Il y a tout ça en fait. Et ça, c'est pas être trop gentil. Et c'est pour ça que j'ai voulu un peu parler des bad boys et tout. Attendez, on mélange tout en fait. Il faut arrêter de caricaturer tout ça. Alors les mâles alpha, n'en parlons pas, ça c'est les pires. Mais de dire... Un homme qui est gentil, mesdames, vous cherchez tout un homme qui est gentil. Et quand je pose les questions dans les lives ou autres, je dis, qu'est-ce que vous recherchez ? Un homme gentil. Ben voilà. Mais pas trop. Mais c'est quoi le pas trop ? Mais oui, c'est là où parfois vous avez des hommes qui disent, moi je ne comprends pas la psychologie féminine, parce que si vous l'êtes peut-être trop. Si vous êtes trop dur, là évidemment c'est assez intolérable. Donc c'est ce juste milieu, il est difficile à comprendre parfois. Voilà. Et après, il y a des femmes qui aiment bien se faire entretenir, il y a des femmes qui aiment bien tout ça, et il y a des femmes qui vont rester avec des hommes, et c'est peut-être ça aussi que certains hommes ne comprennent pas, c'est qu'il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à quitter des relations très toxiques avec des hommes qui sont vraiment horribles avec elles, que ce soit psychologiquement ou même physiquement des fois. Et ils me disent, voilà, c'est parce que moi je suis trop gentille. Non, en fait, c'est juste que cette femme n'arrive pas à partir de cette relation parce qu'elle est sous emprise. Ça ne veut pas dire qu'elle a été attirée. Elle a été attirée au début, mais elle ne savait pas que ça allait devenir comme ça. Et c'est là où il faut comprendre, oui, les femmes, elles vont toutes avec des hommes qui sont pervers narcissiques et tout. Oui, mais elles ne le savaient pas au début, ces femmes-là. Et sortir de ça, c'est compliqué. Mais crois-moi qu'à l'intérieur, si elles pouvaient refaire ça, elles le referaient. Il existe des femmes perverses narcissiques ? Oui. Manipulatrices ? Oui. On parle, alors, oui, dans les statistiques, il y a plus d'hommes. Mais il y a des femmes, il y a des mamans. Et de toute façon, la perversion narcissique, ce comportement, on peut le retrouver, que ce soit dans le milieu professionnel, amical, familial. Souvent, les mamans perverses narcissiques, j'en ai entendu parler pas mal. Donc oui, bien sûr, il y a des femmes. Et j'ai eu des hommes en coaching qui étaient avec des femmes qui les ont complètement détruits jusque dans leur virilité. Et ça, c'est très, très difficile pour un homme de se relever face à ça. Alors, dans votre livre aussi, Oriana, il y a les conseils à la con. Moi, j'ai bien aimé ce que vous appelez dans le chapitre 5, l'engrenage des techniques ridicules et autres conseils à la con. Ouais. On a parlé évidemment de l'addition, le sketch de Muriel Robin à la fin. Et encore, je crois que c'est des amis qui déjeunent entre eux dans le sketch de Muriel Robin. C'est pas le couple, exact. Alors, dans votre livre, Oriana, il y a aussi, moi j'aime beaucoup le chapitre 5, quand on parle des conseils à la con. Alors, ça va vous faire sourire, évidemment, mais en même temps, c'est tellement criant de vérité. L'engrenage des techniques ridicules et autres conseils à la con. J'en prends quelques-uns. Le fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. C'est un conseil à la con, ça ? Alors oui, c'est un conseil à la con, mais qui fonctionne. C'est ça qui est dingue. Oui, absolument. C'est que oui, en effet, on connaît un petit peu ce jeu du chat et la souris. Moins je te donne de nouvelles, et plus tu vas revenir. Mais on a tellement de personnes aujourd'hui qui nous disent on ne veut pas de manipulation, il y a trop de manipulation, il n'y a plus d'authenticité, que oui, mais vous utilisez des techniques qui sont de la manipulation pour moi. Et le fuis-moi, je te suis, en fait, c'est de se dire, voilà, plutôt que de rester authentique et de laisser les choses se faire, je vais tenter un rapprochement, je vais tenter en fait une tactique pour que cette personne soit accrochée à moi. Et ça fonctionne, mais c'est pas pour ça que c'est authentique, c'est pas pour ça que ça va perdurer. C'est ça le problème. Donc pour moi, c'est une technique à la con. Et le problème, c'est qu'on en a fait un concept.
Et c'est ça qui m'a rendue dingue, c'est que je l'ai vu sur les réseaux sociaux en me disant, voilà, ça va pas dans ton couple, puis moi je te suis. Bah non, on va peut-être discuter avant. Enfin, je sais pas, il y a d'autres solutions avant de faire ça. Et souvent, quand ça fonctionne pas, et on me le pose constamment mais ça en marche. question. Mais ça marche, mais combien de temps? Et alors des fois, ça me fonctionne pas. Oui. Et ça marche, mais pour combien de temps? C'est vrai c'est ça le problème. Le nombre de potes où tout le monde a vécu cette oui, injonction-là. on l'a tous fait une fois. Tous on a fait ça. Ouais. Non, donne pas de nouvelles, fais un petit peu le mec détaché, alors que vous êtes comme un crevard sur votre téléphone en disant j'y vais pas, je donne pas, je téléphone pas. On se posait pas ces questions il y a des années. C'est ça qui est dommage. On avait envie d'écrire, on écrivait. C'est vrai. Et c'est ça que je trouve dommage. Alors après, je dis pas. Il y en a, c'est pour tester un petit peu, mais du coup, on part sur des bases déjà compliquées, quoi. On est déjà en train de se tester au bout du 2e rendez-vous. Autre conseil à la con dans votre livre, c'est l'homme qui doit faire le premier pas. Ouais. Je suis plus d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi. Alors après, encore une fois, ça va dépendre des générations. La génération de ma grand-mère, par exemple, c'est pas la femme qui fait le premier pas. Mais on a évolué. Et aujourd'hui, je pense que on n'a qu'une vie, et si on a envie de faire le premier pas, on fait le premier pas, en fait. C'est comme... On loupera peut-être plein d'opportunités. Alors après, je dis pas, il y a des personnes, c'est voilà, dans leur nature, c'est leur valeur. Non, moi, je suis de l'ancienne école et j'ai besoin que ce soit l'homme. OK. Dans ces cas-là, après, c'est encore une question de perception. Le premier pas, c'est quoi? Est-ce que le premier pas, c'est vraiment d'aller voir la personne, ou est-ce que le premier pas, ça pourrait pas être peut-être des échanges furtifs, des regards? Dans ce cas-là, on peut nous-mêmes faire quelques échanges et attendre que la personne vienne à notre rencontre. Tout dépend de où est-ce qu'on met aussi de ce premier pas. Comme le fait de dire ah non, pas le premier soir. Alors ça, c'est très controversé. Très, très, très controversé. C'est un sujet qui fait débat. Et alors moi, je ne le conseille pas. Et pourquoi je ne le conseille pas? Je ne le conseille pas parce que je me dis c'est bien d'apprendre un petit peu à se connaître. Et en même temps, si on en a envie, on y va, quoi. Et des fois, les pulsions. En fait, tout dépend de ce qu'on... De la suite. De la suite, voilà. Ouais. C'est soit je me dis j'y vais, et je sais que derrière, je peux peut-être passer pour une fille facile, mais si j'en ai envie, que j'ai envie de passer un bon moment, et on verra ce qui va arriver, et je suis honnête avec ma décision, je suis claire avec ma décision, on y va, il n'y a pas de problème. Et quitte à perdre quelqu'un derrière qui dit voilà, c'est bon, il m'a eu, voilà, c'est un connard, et puis je passe à autre chose. Il ne faut pas que ça soit forcé, il ne faut pas que ce soit une règle. En fait, chacun va le faire en fonction de son ressenti. Et c'est vrai que quand on me demande, mais au bout de combien de temps et tout, j'ai pas de réponse miracle à ça, en fait. Il n'y a pas de grille spécifique. Mais il y en a qui le donnent, c'est ça le problème. C'est qu'il y en a qui disent non, jamais. Et il y en a qui me l'ont demandé. Et moi, je dis, je sais pas, ça dépend. Moi, je le conseille pas le premier soir parce que j'aime bien que les gens apprennent, mais moi, ça m'est arrivé de le faire le premier soir. Spoiler alerte, je suis en train de le dire. Mais et c'est pas pour ça que j'étais mal derrière, que je me suis sentie, c'était pas l'homme de ma vie à ce moment-là, j'en sais rien, j'avais envie de passer un bon moment, c'était un moment propice, on était dans une pulsion sexuelle, je sais que ça se contrôle pas, les hormones, ça se contrôle pas toujours. Et voilà, et le lendemain, si cette personne m'a pas... pour le coup, elle m'a réécrite, mais si elle m'avait pas réécrite, je me disais, ok, voilà, il s'est bien amusé, mais en même temps, je me suis bien amusée aussi, voilà, par contre, c'est pas avec lui que je ferai ma vie, et puis tant pis, je me suis trompée, ça arrive. Mais on a le sentiment dans votre approche, en tant que coach, sur ces relations amoureuses, homme-femme, enfin amoureuses au sens large, que le conseil premier que vous donnez quand même, c'est d'abord, de rester authentique. Ouais. C'est ce que vous dites dans le livre. Rester authentique, quoi. Arrêtons de se mettre de jouer des rôles, des personnages, des postures, il faudrait, il y avait qu'à, mais non, mais tu penses, mais etc., etc. Ça, c'est bien. Alors ça, c'est bien un truc de femme aussi, honnêtement. Oh, et tu crois, non, mais tu sais quoi? Oh, mais alors... C'est humain. Non, mais... voilà. Bon, ceci dit, chez les hommes aussi, ça existe. Mais essayons, en fait, c'est ce que vous préconisez. Soyons. Il faut être, en tout cas. Soyons honnêtes avec soi-même. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons surtout prêts ou prêtes à avoir des chamboulements, à ce que ce soit pas parfait et à ce qu'il y ait des moments plus difficiles que d'autres. C'est en fait, il n'y a pas de science exacte dans la séduction. L'amour, c'est pas tout beau, tout rose. Et les gens aujourd'hui, de par les réseaux sociaux, en fait, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, se posent trop de questions, et des questions qui ne devraient pas se poser. Des fois, j'ai l'impression d'avoir un adolescent de 15 ans qui me pose une question alors qu'il en a 43. C'est pas normal de se poser autant de questions et de plus savoir comment se comporter. C'est là où on en perd notre authenticité et c'est juste qu'il faut accepter que des fois ça fonctionnera, des fois ça fonctionnera pas, des fois on va se tromper et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est ce que vous appelez la séduction naturelle, spontanéité, sincérité, authenticité. Ouais.
Alors, est-ce qu'on est c'est le toujours combo authentique idéal, à 100%? Non, bien sûr que non, Mm. parce qu'on est dans un jeu de séduction au début, donc on va essayer de mettre un peu tous ses atouts en avant. Donc on n'est pas dans l'authenticité entière, on va dire, mais c'est arrêter de se poser trop de questions. Arrêter de chercher trop. Alors, et le problème, c'est que les réseaux nous aident vraiment pas aujourd'hui, avec tous les love coachs, avec toutes les personnes qui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. En fait, on ne sait plus comment se comporter. D'ailleurs, vous ne vous dites pas un love coach. Non, je déteste ce terme. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que justement, ce terme a été utilisé par d'autres que je n'accroche pas. Et par exemple, Alexis Chen, qui est, je sais pas si vous voyez qui c'est, il se dit mal alpha. Alors lui, pour dénigrer les femmes, il n'y a pas mieux. Et au début, je crois, se faisait appeler coach en séduction, coach love, un truc comme ça. Et donc, j'ai pas voulu être associée à ça parce que à la base, je suis coach professionnel. J'accompagne aussi des personnes en reconversion professionnelle. J'ai une spécialité dans les relations parce qu'on vient plus à moi sur des problèmes de relations. Mais je n'aime pas ce terme de love coach parce que ça voudrait dire que je suis là pour t'aider à trouver l'amour ou je vais t'aider à trouver la femme ou l'homme de ta vie. C'est pas du tout mon rôle. C'est pour ça que je veux pas qu'on utilise ce terme-là. Je déteste ce terme. En tout cas, quand vous parlez de la séduction au naturel, vous dites qu'il y a deux choses. La séduction naturelle, d'abord, elle dérange, et ensuite, elle déstabilise. C'est assez étonnant de se dire que quand on parle de charisme, d'estime de soi, ça ne devrait pas nous déranger. C'est un état naturel, par définition. Donc. Oui, mais on met trop de cases aujourd'hui. Il y a trop de cases dans notre société et du coup, on a toujours cette impression de sortir des cases. Alors, il y en a qui sont entièrement à l'aise avec ça. Moi, je suis complètement à l'aise sur le fait de sortir des cases. Et il y en a qui ont du mal parce que le regard des autres, parce que peut-être une question d'éducation ou quoi. Donc, c'est compliqué. Et pourtant, ça ne devrait pas déranger. Pour terminer, Oriana, donc aujourd'hui, vous êtes mariée, tout va bien. Tout va bien. Les enfants vont bien, etc., etc. Qui a payé l'addition pour le premier date que vous avez eu avec votre deuxième mari? Je ne sais pas si je peux parler de ça. C'est vous? Non, parce que nous, on s'est pas rencontrés au restaurant, en fait. Moi, j'ai rencontré mon mari sur un site de rencontre. C'est pour ça aussi que j'en parle. Et c'est pour ça que je tape pas sur les sites de rencontre, parce que c'est une façon de rencontrer. Et moi, j'ai rencontré mon mari. Est-ce que c'est une exception ou pas? Non. C'est pas une exception, je suis pas la seule. Mais donc on s'est rencontrés, on a beaucoup parlé. Et en fait, on s'est vu chez moi. Tout ce que je déconseille à la base. Il est venu chez vous? Oui, il est venu chez moi. Donc vous ne le connaissiez pas, à part à travers l'écran et les infos que mais vous aviez échangé avant quand même. Oui. Okay. Oui, non, je ne fais pas rentrer n'importe qui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais il y a 11 ans. Et comme quoi, vous voyez, je suis sortie des sentiers battus. J'ai pas du tout, alors que tout le monde disait, mais non, mais jamais, chez toi, mais t'es malade, c'est un serial killer. Et moi, la première, je le conseille. Sachant que j'avais une expérience sur les réseaux sociaux juste avant qui avait été compliquée. Enfin, je me suis fait avoir par un faux compte qui m'a fait aller dans un endroit, tout va bien, mais je me suis dit, ça se trouve, j'aurais été retrouvée dans la Seine, morte. Enfin bref, donc je me suis dit, voilà, faut faire vraiment attention sur les faux comptes. Clairement. Et donc là, non, parce qu'on a eu très vite confiance, parce qu'on s'est très vite entendu. Et en fait, on s'est vu. Et c'était trop tard le soir pour sortir, en fait. Et j'étais crevée. Et je lui ai dit, écoute, viens à la maison. Et bien, c'était un risque énorme. Bon, après, j'avais du monde. Alors moi, j'avais une habitude, quand j'étais sur les sites de rencontres, c'était à chaque fois qu'on avait un date ou quoi avec ma meilleure amie, en fait, on s'envoyait notre géologue et tout pour dire, voilà, je suis là. Si tu n'as pas de nouvelles à 2 mois, à telle heure, c'est qu'il y a un problème, t'appelles les flics. Donc voilà, j'étais quand même, s'il y a un problème, voilà, je devais envoyer un petit message au cas où. Et donc, il est venu à la maison. Donc voilà, donc j'ai pas du tout... mais il a payé le... Les prochains, les suivants. Il était comme ça, ouais. Bon, bad boy ou anti-bad boy? En fait, tout dépend de la question de... Alors, encore une petite histoire, mon mari... Moi, j'aime bien le bad boy sur son apparence. Ok. Mais pas spécialement dans le caractère. Ok. Donc, en fait, c'est un nounours rock'n'roll, quoi. Ouais, en fait, moi, j'aime bien le jean, j'aime bien... mais ça, c'est parce que mon ex-mari était H24 en chemise. Donc, je pense que j'ai fait une overdose de chemise au bout d'un moment. Et donc, c'est pour ça que je voulais voir quelqu'un en... Plus de costard. Alors que c'est très beau, mais je voulais quelqu'un en jean et t-shirt. Donc, voilà. Mais c'est juste une apparence. Mais sinon, non, je suis anti-bad boy dans le terme. De toute façon, ça veut dire mauvais garçon. Qui a envie d'un mauvais garçon avec soi? Bon. Il y a plein d'exercices à faire dans le livre. Ouais. Il y a plein de choses qui vous permettent aussi de réfléchir sur vous-même, sur votre vision du couple, de l'amour, des relations. C'est quand même assez... Moi, je trouve que c'est un petit guide intéressant.
et qui va permettre peut-être à des gens de faire ce petit travail d'introspection et puis de voir de quelle manière ils peuvent trouver l'amour. Parce que 47% des Français célibataires, on se dit qu'il y a un problème quand même. Ça n'a peut-être pas duré. Je ne sais pas si on n'est pas... C'est un des plus hauts taux, haut pourcentage. Beaucoup de séparations, beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Il y a des années, il y avait moins, c'était mal vu, c'était plus compliqué. Il y avait une question d'argent, de matériel et tout. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de célibataires. Les femmes, peut-être, partent plus facilement parce qu'on est peut-être plus indépendante, niveau matériel ou autre. Et après, en effet, il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, cette question de zapping, je jette, j'ai plus besoin, ou je peux trouver mieux. Ça aussi, je l'entends souvent. Je suis super bien dans ma relation, mais je peux trouver mieux. Bah, pourquoi tu veux faire... Si t'es bien, pourquoi tu veux partir? Je comprends pas. Préface de Delphine Vespizer, qu'on a reçue ici plusieurs fois, qui a accepté évidemment de parler de ces histoires. Elle le dit maintenant aussi ouvertement avec cette relation toxique qu'elle a eue aussi. Pourquoi vous avez choisi Delphine? Alors, j'ai choisi Delphine pour deux choses, parce qu'on discutait et aussi parce qu'elle a fait présentatrice de l'émission L'île de la Tentation. Et donc, quand elle faisait le tournage, elle m'en parlait, elle me disait « cette année, tu vas voir, c'est un truc de dingue ». Et ça reflétait vraiment, en fait, le livre. Je trouve que cette émission, que j'ai regardée, je m'en cache pas, L'île de la Tentation, c'est un petit peu tout ce que j'explique dans ce livre, ce qu'on voit à la télé, ce qui se passe réellement. Et c'est pas la vie, en fait. Et elle était en contact avec ça. C'est pour ça que je voulais qu'elle en parle. Mais juste un petit mot sur cette émission. C'est une caricature. Cette émission, c'est pas des vrais couples. Alors si, c'est des vrais Mais couples. parce que moi, je me dis... Pour le coup, c'est des vrais couples. Non, mais il y a une intention derrière, d'autres. Il faut être complètement cinglé. Si vraiment vous êtes bien dans votre couple, vous ne faites pas une émission comme ça. Et parce que c'est le problème, c'est pourquoi faire cette émission. Parce que derrière, il y a cette question de buzz, cette question de visibilité sur les réseaux pour peut-être faire une carrière derrière. Évidemment, clairement. Mais c'est ça l'objectif. Mais c'est des vrais couples pour le coup. C'est qu'on est prêt à casser son histoire d'amour pour espérer demain mettre ses biceps et ses 3 tatouages en avant. Si l'un et l'autre sont d'accord pour le faire, j'ai envie de dire, voilà, ils se sont bien trouvés dans ces cas-là. Et il y a aussi justement Émilie, qui a fait Marie au premier regard, la 6e saison, qui en parle justement, qui dit que si elle devait refaire, elle ne le referait pas, justement, parce que ça a détruit son image, parce qu'elle y allait dans une intention quand même de sincérité, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça avec la prod. Et elle le dit, aujourd'hui, le problème, c'est que les gens jugent ma vie sans connaître. Ouais, mais alors moi, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc par rapport à ça. Si on était sur la première saison, ou à la limite la seconde, voire, allez, maximum la 3e, ce genre de discours, je peux l'entendre. Au bout de la 6e saison, si t'as pas compris que la prod allait de toute façon, pour faire le buzz, pour faire du teaser, pour faire de la mise en avant, découper les extraits de ton comportement, de ton caractère, extraire des petites phrases qui sont sorties de leur contexte où tu passes pour quelqu'un qui est effectivement à côté de la plaque sur tout, mais je ne crois pas une seconde et demie à un discours comme ça. Je pense qu'elle s'y était préparée, mais qu'elle ne pensait pas les répercussions à ce point-là. Franchement. Je pense qu'on ne sait jamais comment ça va se passer et je pense qu'elle partait en étant consciente de ce que ça pouvait faire. On le sait tous maintenant. Mais avec le recul, elle me dit, elle ne s'attendait pas à un point, vraiment un extrême à ce point-là. Tous ceux qui ont fait de la télé-réalité, et on a vu des procès incroyables sur des émissions à droite à gauche, enfin, je veux dire, tout le monde sait que si on se lance là-dedans, il faut vraiment y aller en conscience de cause. De toute manière, à partir du moment où on est une personnalité publique, on va prendre que... Mais même nous qui sommes sur les réseaux, enfin, on peut prendre un passage, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez dit une phrase qui a fait bondir la toile. En fait, c'est ça. C'est à partir du moment où on va commencer à être exposé, on sait que tout va pouvoir être repris et déformé. C'est pour ça que quand on vient ensuite tirer le signal d'alarme avec des larmes de crocodile en disant « Ouais, mais moi, je ne voulais pas », il ne fallait pas. Parce qu'on sait ce qui va se passer. C'est des risques. On fait des erreurs. Des gros risques. Bon, on fait des erreurs. Alors, considérons ça comme une erreur. Merci, Oriana. J'invite évidemment tout le monde à lire ça, à mettre en place les petits exercices qui sont préconisés. Et je remarque qu'évidemment, Oriana n'aime
plus trop les hommes à chemise, mais c'est un homme à chemise qui est sur la couverture. C'est la maison d'édition qui a trouvé. C'est ça. La photo. Voilà, moi je dis ça, hein, je dis rien. Il n'y a pas de jean et il n'y a pas de t-shirt. Oui, hein. Pour le coup, là, c'est... Voilà. Mais c'est plutôt par rapport au site de rencontre qu'on a mis cette photo. En tout cas, vous êtes heureuse, c'est très bien. Bravo, merci pour tous vos conseils. On va mettre les liens autour de la vidéo pour rentrer en contact avec vous, suivre évidemment votre accompagnement et puis ce que vous préconisez. Pardon. Et pas nécessairement que sur les relations amoureuses. Hein. On a bien vu que vous faites aussi de l'accompagnement autre. Oui. J'allais dire que c'est une sorte de coaching, de coaching d'épanouissement personnel. Oui. C'est en fait, le coach, c'est pas un thérapeute, c'est pas un psychologue. Le coach est là pour amener la personne d'un point A à un point B. Il y a des objectifs de vie, il y a des obstacles, on va travailler là-dessus pour arriver à l'objectif de vie. Quelles que soient ces problématiques. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci. On se retrouve très vite. Vous commentez avec bienveillance, s'il vous plaît, si vous voyez ce que je veux dire. Et on se retrouve pour une prochaine rencontre. À très bientôt. Merci.